une plainte déposée à 1h38 du matin et un empire fiscal qui commence à s'écrouler à la même seconde, vous trouvez ça normal? Parce que c'est très exactement ce qui vient de se passer. Donald Trump, ses avocats, son fils Eric, son fils Don Jr. et la Trump Organisation ont déposé en pleine nuit une requête d'urgence devant la cour d'appel du 11e circuit. L'objectif affiché, faire suspendre en catastrophe une ordonnance fédérale. Mais ce que le dossier révèle, une fois qu'on descend dans les pages et les notes de bas de page, ce n'est pas une simple bataille de procédure. C'est la preuve écrite, noir sur blanc, que l'un des hommes les plus puissants du pays a tenté de se servir de son propre gouvernement pour s'accorder une immunité fiscale à vie. Non, ce n'est pas juste une histoire de retard de procédure ou de désaccord entre avocats. 2 questions vont rester sans réponse pendant un moment, alors accrochez-vous. Pourquoi déposer une requête à 1h du matin plutôt que d'attendre l'ouverture des bureaux à 9h? Et pourquoi dans ce document, l'un des mots qui revient le plus souvent, c'est littéralement souffrance? Je vous promets qu'on va remonter la chaîne complète, de la surface jusqu'au mécanisme, jusqu'à la conséquence la plus large. Et la première récompense, la voici tout de suite. Une juge fédérale a déjà tranché, dans une ordonnance de 56 pages, que tout ce montage n'était rien d'autre qu'une mise en scène. C'est pas juste une histoire de fiscalité personnelle. C'est un problème de contrôle total sur l'appareil judiciaire censé, en théorie, surveiller le pouvoir exécutif. Alors je vous propose la méthode habituelle. On regarde d'abord les faits en surface, la mécanique de la manœuvre. Ensuite, on descend dans le mobile, dans ce que ça révèle vraiment. Et on termine par la conséquence, celle qui dépasse largement le cas personnel de Donald Trump. Revenons au point de départ. En janvier 2026, Donald Trump, en son nom personnel, avec ses 2 fils et la Trump Organisation, poursuivent l'IRS et le département du Trésor. Le motif, la fuite de leurs informations fiscales confidentielles vers la presse. D'après les documents judiciaires déposés dans l'affaire, cette fuite concernait pourtant des centaines de milliers de contribuables, pas seulement la famille Trump. Faut savoir que les faits reprochés remontent à 2010 à 9 et 2020, à l'époque où Trump occupait déjà la fonction présidentielle. Ce qui signifie une chose simple, le délai légal pour porter plainte était largement dépassé au moment du dépôt. Et voilà où ça devient intéressant. En avril, les 2 partis, les Trump d'un côté, le gouvernement fédéral de l'autre, demandent conjointement un délai supplémentaire au tribunal. Motif invoqué, ils négocient une résolution à l'amiable. Trump négocie avec Trump. Prenez 2 secondes pour vraiment entendre cette phrase. Le même homme qui contrôle par décret exécutif la manière dont le département du Trésor et l'IRS fonctionnent, négocie face à lui-même un accord sur une plainte qu'il a lui-même déposée contre son propre gouvernement. Le 18 mai, les Trump retirent volontairement leur plainte avec ce qu'on appelle en droit une extinction définitive des poursuites with prejudice. Le tribunal classe l'affaire. Et c'est là que le tableau change complètement parce que quelques semaines plus tard, un accord de règlement apparaît prévoyant, d'après plusieurs sources judiciaires, la création d'un fonds proche de 1,8 milliard de dollars présenté comme une compensation pour ce que l'entourage de Trump appelle les victimes de la weaponisation du gouvernement fédéral. Bon, à ce stade, on pourrait se dire que c'est juste un accord classique entre 2 parties qui préfèrent régler l'affaire à l'amiable plutôt que d'aller au procès. Ça arrive tous les jours dans les tribunaux américains, non? Sauf que non. Parce qu'il y a un détail que presque personne à ce stade n'a relevé correctement. Si la plainte a été retirée de façon définitive et éteinte, sur quoi porte exactement le règlement qui arrive ensuite? On ne règle pas une créance qui n'existe plus. Et pourtant, le texte de l'accord cite explicitement le numéro de l'affaire et le nom de la juge, comme si elle-même avait validé la démarche, alors qu'elle n'a jamais été consultée sur ce règlement. C'est là que la juge fédérale Kathleen Williams de la Cour du district sud de Floride entre en scène. 9 jours après le retrait de la plainte, 35 anciens juges fédéraux, sur une base bipartisane, déposent une motion sous la règle 60 pour faire ouvrir le dossier en invoquant une fraude sur le tribunal. Le 13 juillet 2026, la juge Williams rend une ordonnance de 56 pages. Elle y écrit en substance que toute cette procédure était orchestrée des 2 côtés à la fois, que le gouvernement n'a jamais réellement contesté l'affaire et que le soi-disant règlement n'était rien d'autre que de la collusion déguisée en litige contradictoire.
Regardez bien ça. La juge ne s'est pas contentée de dire « je trouve ça suspect ». Elle annule purement et simplement le règlement. Elle impose des sanctions non financières. Et elle renvoie l'un des avocats de Trump, un certain Alejandro Brito, devant le barreau de Floride pour une possible procédure disciplinaire. Ce n'est pas un accident de procédure. C'est une méthode documentée sur 56 pages avec des faits précis à l'appui. Ce qui m'inquiète, franchement, c'est pas seulement l'existence de ce montage. C'est que la magasphère sénatoriale connaissait déjà l'enjeu et a quand même laissé filer la nomination de Todd Blanche à la tête du département de la justice, sachant très exactement ce que cette immunité fiscale collusoire pouvait signifier pour la famille Trump. Vous avez remarqué comme ce genre de détail disparaît toujours avant d'arriver au gros titre des grandes chaînes conservatrices? Alors, à 1h38 du matin, très exactement, les avocats de Trump déposent leur requête d'urgence au 11e circuit. Et le mot qu'ils emploient, littéralement, c'est qu'ils souffrent. Page 10 à 9 du document, on peut lire que les mouvements requérants, c'est-à-dire Trump, ses fils, l'organisation, subissent en ce moment même un préjudice irréparable. Un préjudice irréparable parce qu'un juge a osé leur dire qu'il ne pouvait plus qualifier de règlement un accord que la justice elle-même a qualifié de frauduleux. Il a fait faillite avec 3 casinos côte à côte, Atlantic City, et aujourd'hui ses avocats écrivent au milieu de la nuit qu'ils souffrent parce qu'un juge leur a retiré un mot de vocabulaire. Ça inspire vraiment confiance. La requête affirme ensuite que la restriction de la liberté d'expression, même pour une période minime, constitue automatiquement un préjudice irréparable. Traduction en français courant, on nous a interdit de mentir sur ce que ce document représente vraiment, et ça, apparemment, ça viole nos droits constitutionnels. Vous voyez le problème ? Le fait qu'un tribunal fédéral rende une ordonnance, ça s'appelle un jugement. C'est ce qui se produit tous les jours. Dans chaque tribunal du pays, quand une partie perd, présenter ça comme une atteinte au premier amendement, c'est confondre « j'ai perdu » avec « on m'a censuré ». La requête ajoute que les sanctions professionnelles contre les avocats constituent, elles aussi, un dommage irréparable, parce que les conclusions du tribunal portent, je cite, « l'imprimatur judiciaire immédiat ». C'est-à-dire que parce qu'un juge fédéral a formellement constaté des faits, ces faits ont désormais un poids officiel. Eh bien oui, c'est exactement à ça que sert un tribunal. Il ne s'agit pas d'un bloc d'opinion, il s'agit d'un système censé produire des constats qui comptent. Et là, la requête franchit une étape supplémentaire, presque comique, si l'enjeu n'était pas aussi sérieux. Elle affirme que l'intérêt public lui-même soutient la suspension des sanctions, parce que le contribuable américain, apparemment, souhaiterait ardemment que Donald Trump bénéficie d'une immunité fiscale. Attendez, personne, dans aucun sondage sérieux, n'a jamais exprimé un tel souhait. C'est l'intérêt privé d'un homme présenté au tribunal comme s'il s'agissait de l'intérêt de 140 millions de foyers fiscaux. L'argument le plus solide de l'autre côté, et il faut lui reconnaître une vraie cohérence juridique, c'est que le simple fait de retirer volontairement une plainte ne constitue pas en soi une preuve de fraude. Un plaignant a parfaitement le droit d'abandonner une action en justice. Et un président, même en exercice, conserve en théorie le droit d'intenter une action à titre personnel pour défendre ses intérêts privés, exactement comme n'importe quel citoyen. Ce n'est pas un argument inventé de toutes pièces, c'est un principe réel du droit américain, et le refuser en bloc serait malhonnête intellectuellement. Sauf que la juge Williams n'a jamais fondé son ordonnance sur ce seul élément. Elle a additionné une série de faits concrets, chacun vérifiable indépendamment, le retrait with prejudice d'une créance pourtant censée être réglée juste après, un accord signé non pas par Donald Trump lui-même, mais par un avocat qui n'avait même pas formellement déposé sa comparution dans le dossier, un texte de règlement citant le nom du tribunal comme s'il avait validé l'opération, et surtout l'absence totale, du côté du gouvernement fédéral, de la moindre requête en irrecevabilité, alors que n'importe quel service juridique sérieux aurait immédiatement demandé le rejet d'une plainte prescrite depuis des années. C'est l'accumulation de ces éléments, pas un seul d'entre eux isolément, qui a permis à la juge de parler de collusion. Un accord qu'on signe avec soi-même, ça ne s'appelle pas un règlement, ça s'appelle un aveu déguisé. Petite précision qui a son importance avant d'aller plus loin. D'après les documents judiciaires cités dans la procédure, même en admettant que la plainte initiale ait eu un fondement, le préjudice invoqué concernait une fuite touchant des centaines de milliers de dossiers fiscaux, pas seulement celui de la famille Trump,
et la réparation statutaire maximale prévue par la loi fédérale sur ce type de divulgation plafonne à 1 000 $ par contribuable concerné. Alors quand un règlement collusoire fait apparaître, à la place, un fonds proche de 1,8 milliard de dollars, ça ne ressemble plus à une compensation. Ça ressemble à un chiffre inventé pour habiller autre chose, et ce premier fil de l'affaire n'est même pas le plus gros morceau de cette histoire. Il y a un deuxième chapitre, presque invisible dans la couverture médiatique classique, et il change complètement l'ampleur de ce qu'on est en train de regarder. En Virginie, un tout autre groupe de plaignants poursuit Trump depuis des mois pour bloquer un fonds distinct, celui lié au 6 janvier, parfois surnommé en interne le fonds anti-weaponisation. Une injonction avait déjà été obtenue pour geler ce dispositif. Or, d'après les documents déposés récemment, ces mêmes plaignants viennent d'amender leur plainte en citant directement l'ordonnance de la juge Williams. Leur argument est d'une logique redoutable. Si un tribunal fédéral a déjà établi qu'un règlement Trump était collusoire et frauduleux, alors ni Trump, ni ses fils, ni ses fiducies, ni ses organisations ne devraient pouvoir invoquer une quelconque immunité fiscale fondée sur ce même montage dans aucun autre dossier lié. Ce sentiment que beaucoup d'entre vous avaient déjà, que ces différentes procédures n'étaient pas des coïncidences isolées, il était fondé. C'est pas un hasard de calendrier. C'est un même schéma utilisé sur plusieurs fronts juridiques en parallèle, avec l'espoir qu'aucun des dossiers ne soit examiné assez profondément pour que les fils se rejoignent. Et pendant ce temps, côté Sénat, le dossier de confirmation de Todd Blanche à la tête du département de la justice avance. D'après plusieurs médias qui suivent le dossier depuis l'été, un accord entre sénateurs a permis de débloquer sa nomination début août. Or, Blanche a laissé entendre publiquement qu'il ne relancerait pas immédiatement le fonds du 6 janvier, une promesse suffisante pour calmer certains sénateurs républicains réticents. Sauf que la requête déposée à 1h38 du matin dit très exactement le contraire. Elle demande au 11e circuit de confirmer que le règlement fiscal reste pleinement en vigueur. Maintenant, tout de suite. En clair, à ceux qui ont voté pour Blanche, en pensant avoir obtenu une garantie, le dossier judiciaire lui-même vient de démontrer que cette garantie n'a jamais vraiment existé. C'est pas anodin ce qui se passe là, et ce n'est probablement même pas la partie la plus documentée du dossier. Le département de la justice, désormais dirigé de facto par une équipe loyale à Trump, a pris officiellement position devant le 11e circuit en faveur de Trump. Autrement dit, l'institution censée défendre les intérêts du Trésor et de l'IRS dans cette affaire soutient maintenant la partie adverse. Si vous vous demandez qui, dans cette histoire, finit par sortir, gagnant quoi qu'il arrive, la réponse commence justement à se dessiner ici. Quand 35 juges fédéraux de tous bords politiques s'accordent sur une seule et même chose, ce n'est plus une opinion, c'est un diagnostic. Revenons avec moi à la question du départ. Une requête déposée à 1h38 du matin, un mot qui revient sans cesse dans le document « souffrance ». Vous êtes venu pour comprendre pourquoi un homme aussi puissant dépose une plainte en pleine nuit. Vous repartez avec la preuve qu'il ne s'agissait pas d'une urgence procédurale isolée, mais du point de convergence de 3 procédures distinctes. Un dossier fiscal en Floride, un fonds bloqué en Virginie, et une nomination sénatoriale déjà validée sur la base d'une promesse contredite par les propres documents de Trump. Il faut savoir aussi que ce dossier reste à ce stade au milieu du gué sur le plan judiciaire. L'ordonnance de la juge Williams constitue un fait établi, un document public de 56 pages, mais l'issue de l'appel devant le 11e circuit, elle, reste ouverte. Et il serait malhonnête de prétendre le contraire. Ce loup qui criait sans cesse à l'injustice, au point de finir par ne plus être crédible même quand il aurait, sur d'autres sujets, un vrai argument à faire valoir, c'est exactement l'image qui vient à l'esprit en lisant ce document. Un homme qui se dit persécuté par un jugement qu'il a lui-même provoqué en essayant de négocier avec sa propre administration. Ce n'est pas un accident isolé. C'est une méthode répétée assez souvent pour ne plus être accidentelle. Ce qui devrait nous inquiéter, ce n'est pas seulement le sort personnel de Donald Trump face à ses impôts. C'est la mécanique elle-même. Un homme qui contrôle simultanément la partie qui poursuit et la partie qui se défend, qui utilise cette double casquette pour fabriquer un blanc-seing fiscal et qui, une fois démasqué par une juge fédérale, dépose une plainte au milieu de la nuit en se présentant comme la victime.
Et rien ne dit que ça s'arrête là. Le 11e circuit doit encore statuer sur la demande de suspension. Le dossier de Virginie continue d'avancer avec désormais l'ordonnance Williams comme pièce à conviction centrale. Et le Sénat, qui pensait avoir obtenu des garanties sur le fond du 6 janvier avant de confirmer méthode blanche, découvre en même temps que tout le monde que ces garanties tiennent sur du sable. Et pendant que cette bataille judiciaire s'étire sur plusieurs mois, ce sont les employés de l'IRS, les contribuables ordinaires, dont les données ont aussi fuité, et les avocats sanctionnés qui absorbent le coût réel de cette manœuvre, pendant que les porte-paroles, eux, continuent de répéter que tout ça se fait dans l'intérêt du public. Si cette manière de décortiquer un dossier judiciaire touffu, ligne par ligne, vous a été utile, un like m'aide énormément à le faire savoir à d'autres personnes qui, comme vous, veulent comprendre ce qui se cache vraiment derrière une simple requête d'urgence déposée à 1h38 du matin. Abonnez-vous à la chaîne pour qu'on continue à suivre ensemble ce qui va se passer devant le 11e circuit.